complètement modifié par cette intervention américaine en Iran? Évidemment, effectivement, jusqu'ici, tout a semblé glisser sur Donald Trump depuis même son premier mandat, que ce soit les erreurs de ses 4 premières années passées à la Maison-Blanche, que ce soit le coup d'État manqué contre le Congrès le 6 janvier 2021, que ce soit l'affaire Epstein. Bref, aujourd'hui, la guerre en Iran est quelque chose de très différent. N'oublions pas que Trump s'est fait élire sur la promesse de ne pas être un de ces présidents qui entraînerait le pays dans une de ces guerres, style Irak-Iran. Et jusqu'à présent, il avait semblé tenir parole pour son électorat MAGA. L'année dernière, des bombardements ciblés chirurgicaux contre le régime de Téhéran. Le Venezuela, aussi illégal que cela soit au niveau du regard du droit international ou même du droit américain. Néanmoins, logistiquement, une opération menée de main de maître, aucun soldat américain n'avait été tué. Là, les choses sont très différentes. Il n'y a aucune stratégie visible. Des soldats américains sont déjà morts. Les États-Unis n'ont aucune perspective quant à la fin de ce conflit. Cela coûte très très cher et comme cela a été très bien dit dans votre reportage, l'inflation est toujours là, le pouvoir d'achat est au plus bas. Donc oui, les Américains protestent, que ce soit contre cette guerre et contre évidemment la politique autoritaire de Donald Trump. Oui, il ne répond pas notamment aux attentes de ses électeurs sur le plan économique, on comprend, puis cette guerre risque d'entraîner des conséquences pour les Américains. C'est-à-dire qu'il s'est déconnecté de ses soutiens? Écoutez, en partie, ce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit, c'est que cette guerre n'est pas la guerre de l'administration Trump, c'est vraiment la guerre de Donald Trump. J.D. Vance, le vice-président, il a toujours été opposé. Suzy Wills, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, la femme la plus puissante au monde, selon Donald Trump, qui a une influence considérable sur le président, chaque jour qui passe, le supplie d'arrêter ce conflit. La plupart des généraux du Pentagone y étaient opposés, sans parler des sénateurs républicains dans leur grande majorité. Trump a voulu brandir un deal avec les Iraniens sur le nucléaire à la veille du 250e anniversaire des États-Unis. Il veut se présenter le 4 juillet prochain. Vous savez, pour lui, c'est une fête énorme. Il fait construire un arc de triomphe magnifique à Washington. Bref, il a voulu se présenter en Alexandre le Grand et Les 250 ans de la déclaration d'indépendance, Romuald, je me permets de le préciser, sont les 250 ans de la déclaration d'indépendance. Voilà. 250 ans des États-Unis qui donc seront fêtés le 4 juillet en grande pompe. C'est un moment très important ici et pour Donald Trump, c'est vraiment son sacre. Bref, il a mis une pression sans pareil sur le gouvernement de Téhéran, une flotte déployée, on n'avait pas vu depuis 2003. En parallèle, il a été poussé par Netanyahou. Et puis, il y a eu cette gifle le 20 février dernier, considérable de la part de la Cour suprême concernant sa politique de taxation, humilié à la maison, humilié à l'extérieur. Donc bref, Trump s'est embringué dans cette guerre sans vision claire. Un jour, il nous dit il veut mettre à bas le régime des Mollahs. Une semaine après, je leur ferai pire s'ils continuent, donc entérinant le fait qu'ils vont rester. Depuis maintenant quelques semaines, Trump essaye de chercher une porte de sortie, tout simplement, et cela répond directement à votre question, parce que la confiance des marchés, évidemment, s'effrite, et surtout la base MAGA, son électorat de base, celui qu'il a suivi le 6 janvier 2021 et dont il pourrait avoir besoin dans d'autres circonstances, est en train de le lâcher, se sent trahi, et aujourd'hui, Trump se trouve avec quelques scénarios, des scénarios assez incertains. Soit on continue les bombardements, les pertes américaines vont continuer à s'accumuler, soit il y a une véritable opération au sol, pas celle dont on parle, pour l'instant on parle de raid, mais une véritable opération style Irak, et là le nombre de morts va s'accumuler encore plus grandement. Bref, tout cela va se payer grandement dans les urnes, donc Trump essaye de chercher aujourd'hui une sortie de secours. Il n'a jamais été, je suis le premier à toujours dire à vos collègues français, attention, vu de France, on a un peu l'impression que Trump parfois vacille. Non, là, ce coup-ci, il est véritablement affaibli. Mais comment en est-il venu à renier tous ces engagements? C'est un président sous influence extérieure, on pense à Benjamin Netanyahou notamment? Oui et non, il ne faut pas, à mon avis, trop exagérer l'influence de Netanyahou. Il y a une influence. Pour l'Iran, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Trump avait fait une promesse de campagne sur l'international à son électorat. N'oublions pas que c'est toujours son obsession, son électorat de base. Qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Comme vous le savez, ça n'a pas vraiment été un succès. Et donc, il pensait qu'il obtiendrait un deal sur le nucléaire iranien, qui de toute façon aurait été moins bon que celui qu'il a lui-même jeté, le fameux deal de 2015 sur le nucléaire. Mais bref, il voulait arriver avec cela face à ses électeurs. Et les Iraniens ont rechigné, il a donc déployé cette flotte. Il fallait justifier tous ces mouvements puisqu'il n'obtenait pas son deal face aux Américains, face aux contribuables américains. Et effectivement, poussé par Netanyahou, la gifle dont je parlais de la part de la Cour
suprême. Bref, il est passé à l'action sans écouter J.D. Vance, sans écouter Suzy Wills, la secrétaire générale de la Maison-Blanche. Et donc voilà, il s'est embarqué sans aucune stratégie, bêtement, si vous voulez, dans cette guerre à l'issue plus qu'incertaine, car il faut voir comme les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Les États-Unis ne sont peut-être pas en train de perdre la guerre, mais ils ne sont pas en train de la gagner. On est quand même potentiellement face à un nouvel Afghanistan. Quand même, tous les Américains ont encore souvenir la débandade de août 2020. On voyait les soldats américains s'enfuir devant les talibans sur des mobylettes avec des kalachnikovs soviétiques. Bon, bref, on en est là aujourd'hui. Donc Trump cherche une sortie de secours. Et oui, pour la première fois depuis 2016, sa base s'effrite dangereusement. Arrêtons-nous justement sur cette absence de Donald Trump de la CPAC, cette grande conférence annuelle du mouvement conservateur. C'est la première fois en 10 ans. Pourquoi a-t-il pris cette liberté? Écoutez, pour deux raisons. Premièrement, il lui fallait se poser en chef de guerre. Donc, le président des États-Unis, de tous les Américains, ne peut pas se rendre à un congrès partisan. Alors, d'habitude, ça ne l'arrête pas, vous me direz. Mais ça, c'est la première raison. La seconde, et sans doute la plus importante, il ne voulait pas se faire siffler. Cette guerre est très, très impopulaire au sein des milieux conservateurs. N'oublions toujours pas une autre chose, c'est que Trump de haut, Trump 2024, 2025, 2026 n'est pas le même que Trump 2016. Ce n'est plus un homme isolé. Ce coup-ci, c'est un homme qui a été élu avec l'aide de l'extrême droite américaine, une extrême droite ultra structurée qui est arrivée pour la première fois au pouvoir avec lui il y a un an et qui est donc représentée par l'ensemble des milieux conservateurs. Et ces milieux conservateurs sont opposés à cette guerre. Ce sont des isolationnistes, comme le vice-président J.D. Vance. Et là, Trump est en train d'agir comme un faucon, comme on dit aux États-Unis, comme un va-t-en-guerre. Et il n'a pas été élu pour cela. Donc, s'il s'était rendu à ce sommet, à ce congrès, il fallait s'attendre à des colibets, des insultes, des sifflements. Et ça, jamais Trump n'aurait pu accepter ce genre de choses venant de son propre camp. Malgré cela, personne ne l'a critiqué ouvertement. Nous sommes à 6 mois des élections de mi-mandat. Il faut rassembler malgré les désaccords. Bien évidemment. Écoutez, l'objectif de Donald Trump et de J.D. Vance est bien connu pour ces élections de mi-mandat. Elles sont perdues, on le sait, mais ça, c'est un petit peu une tradition aux États-Unis que le parti en place perde les élections de mi-mandat. Selon tous les sondages, il y a encore quelques semaines, il était quasiment certain que les républicains devraient conserver le Sénat, mais perdre la Chambre des représentants. Et donc, on sait très bien que Trump et Vance avaient pour objectif de contester les résultats. Mais on peut contester des résultats si les pertes s'élèvent à quelques sièges ici ou là, puisque la majorité républicaine est faible à la Chambre des représentants, et si les démocrates gagnaient, leur majorité serait également faible. Mais là, avec cette guerre en Iran, avec ces frictions, ces fractures, il faut bien le dire, au sein du camp MAGA, c'était une hémorragie électorale que pourrait faire face l'administration. Et contester, comme je le disais, quelques sièges, oui, mais contester 20, 30, 50, 100 sièges perdus à la Chambre des représentants, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc oui, il faut rassembler, non pas pour gagner, ces élections sont perdues, mais pour perdre le moins possible. Vous évoquiez en introduction le dossier Epstein. Quel aura été le poids de ces divulgations dans ces dernières décisions, de ces dernières semaines? On a vraiment eu l'impression quand même qu'il avait cherché à faire diversion alors qu'on se rapprochait de plus en plus de lui. Bah oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est aussi l'une des raisons de cette entrée en guerre de Donald Trump et non pas de son administration. Jusqu'à présent, le dossier Epstein glissait sur Donald Trump. Même si on avait eu des révélations un peu plus certaines, on aurait appris par exemple qu'il avait couché avec des prostituées via Epstein, etc. Son électorat s'en serait moqué, les Américains aussi. On n'est plus dans les années 90, à l'époque de Bill Clinton et de Monica Lewinsky. Par contre, il y a eu effectivement ces rumeurs qui sont revenues sur le devant de la scène, ces accusations pour l'instant non fondées, comme quoi Trump aurait violé une enfant de 13 ans. C'est un dossier qui était déjà apparu en 2016, qui est réapparu il y a un peu plus d'un mois et demi via les dernières révélations du dossier Epstein. Et là, effectivement, ça a commencé à se rapprocher de Trump. Et une fois encore, même si ces accusations, qui pour l'instant sont quand même un peu fumeuses, mais étaient non pas prouvées, mais s'avéraient un tant soit peu sérieuses, là, effectivement, ce serait mortel pour le président. Des accusations sérieuses de viol sur une enfant de 13 ans, même Trump ne s'en remettrait pas auprès de son électorat. Donc oui, il y a eu aussi diversion quant au dossier Epstein, mais il ne pourra pas contenir celui-ci plus longtemps que les prochaines semaines ou les 2-3 prochains mois.
Romain Sura, on a vu donc cette mobilisation d'ampleur, hein, il faut le dire quand même, hier dans les rues américaines, alors principalement évidemment dans les rues des villes acquises aux démocrates, mais ça se propage, on le voit, cette contestation se propage de plus en plus dans les zones rurales aussi. Malgré tout, les Américains ont la possibilité d'exprimer leur colère, mais avec quels effets, quel peut être le poids de ces voix qui s'élèvent en ce moment aux États-Unis? Écoutez, il y a encore 2 jours, Donald Trump, comme vous le savez sans doute, a été le premier président autorisé à apposer sa signature sur des billets de banque. Nous allons donc maintenant avoir des billets de banque avec la signature de Donald Trump, une première dans l'histoire américaine. Il a été également décidé qu'une pièce en or de quelques dollars à son effigie serait imprimée, une première aussi dans l'histoire des États-Unis. Donc malheureusement, toutes ces manifestations qui sont très sympathiques, j'étais hier à celle de New York, guerre d'impact. Oui, c'est très bien. Oui, elles ont été hier encore un peu plus importantes que les dernières. Mais voyons les choses telles qu'elles sont. Black Lives Matter avait réuni 28 millions de personnes à peu près sur 2 jours. On en est bien loin à un moment où l'autoritarisme de cette administration semble parti vers une fuite en avant aux États-Unis, alors que nous sommes dans cette guerre sans but, sans légitimité, etc., etc. Nous attendons toujours une réaction de masse des Américains. Oui, ces manifestations sont très positives, mais ce sont des gens convaincus qui sont allés dans la rue. Donc tant mieux, je m'en réjouis, mais malheureusement, on est encore loin d'un soulèvement populaire à l'encontre de cette administration. Robert Sura, merci beaucoup. Je renvoie donc à votre prochain ouvrage à America. C'est à paraître dans 15 jours, une histoire graphique des États-Unis avant de célébrer effectivement le 250e anniversaire des États-Unis. Merci à vous d'avoir réagi sur notre antenne. Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 31 mars. 32e jour de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran rejette le récent plan de trêve proposé